Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Nos invités aujourd'hui, Sophie Dion, elle est députée de la 6e circonscription de Haute-Savoie, elle est surtout présidente de la commission montagne à l'Assemblée nationale et nous allons savoir ce que fait cette commission, quel est son rôle, qu'est-ce qui s'y passe exactement. Nous recevrons également Jean-Luc Rigaud, c'est le maire d'Annecy, avec lui nous parlerons d'Annecy d'aujourd'hui et d'Annecy de demain, les grands projets en matière d'architecture, d'environnement, d'emploi, de transport. On va faire le tour de la question et ça démarre tout de suite sur la terrasse du restaurant L'Aquarama, ici à Talloires, au bord du lac d'Annecy. Sophie Dion est aujourd'hui notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Sophie. Vous êtes députée de la 6e circonscription de Haute-Savoie et présidente du groupe Montagne à l'Assemblée nationale. Alors, on va découvrir avec vous ce à quoi sert ce groupe Montagne. Avant cela, j'aimerais qu'on s'intéresse à votre parcours personnel, enfant de la montagne. Complètement, oui. J'ai été élevée à la montagne. J'ai commencé à skier avant de savoir marcher. Oui. Et j'ai vécu dans un hôtel familial qui était l'hôtel de ma famille. Et ma famille a fondé le tourisme à Morzine. Il y a participé en tout cas, de façon très active. Il a participé en créant et le premier hôtel et le premier téléphérique et en développant de manière très forte le tourisme. C'était la première fois, mais c'était déjà il y a longtemps. Et forcément, on devient après monitrice de ski, c'est cela ? Oui, on devient monitrice de ski parce qu'encore une fois, le ski a vraiment fait partie de ma vie et depuis toujours. Et c'est très important pour moi de faire partie de la famille des pulls rouges. Ça a été un rattachement constant avec ce que j'aimais, avec ce que je savais, avec mes amis d'enfance, mes amis d'école. Et aujourd'hui encore, je suis toujours inscrite à l'école de ski. Bon, j'enseigne peu, mais en tout cas, je suis inscrite. Mais vous en faites toujours beaucoup chaque année ? Oui, le plus possible. Le plus possible. Pas autant que je voudrais. Autant que votre emploi du temps peut vous en laisser profiter. Parfois le dimanche. Parfois le dimanche. Ensuite, vous avez fait du droit pendant de nombreuses années. Alors j'ai fait du droit parce que malheureusement, je n'avais pas le niveau pour être championne olympique. C'est un regret, bien sûr, mais j'ai essayé de compenser par autre chose. Donc j'ai fait du droit, beaucoup de droit. Ça vous a un peu éloigné de la montagne ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non, parce qu'en réalité, j'y revenais tous les week-ends. Notamment, je passais par le Jura, à l'époque, j'avais une petite voiture et je traversais les montagnes pour venir tout le temps à Morzine, auprès de ma famille, auprès de mes grands-parents, auprès de mes amis, dans la neige. Et finalement, vous avez réussi à combiner les deux, c'est-à-dire effectivement des compétences en matière de droit et une passion pour le sport, en vous intéressant au droit du travail, au droit du sport également. Alors, je vais vous faire une confidence. Je pense que quand on vit à la montagne, quand on est un enfant de la montagne et quand on aime la montagne, on a des valeurs qui sont très fortes et qui vous rendent plus fort dans la vie. En particulier quand on en fait du sport. Mais c'est vrai pour tous les montagnards. J'ai cet ADN au fond de moi et finalement, les petites choses de la vie, les petits clapotis, ça paraît pas très important parce que quand on a une détermination, des valeurs qui sont celles de tous les montagnards, finalement, on est beaucoup plus fort. Alors aujourd'hui, vous êtes la présidente du groupe Montagne à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'être montagnarde, ça aide pour prendre la présidence ? Oui, parce qu'encore une fois, comme je viens de vous le dire, il ne faut rien lâcher. Ouais. On est dur au mal, les Hauts-Savoyards. Enfin, les Savoyards, les montagnards. On est dur au mal et c'est très important parce qu'on ne donne rien dans la vie, vous savez bien, pas plus ça que le reste. Et donc, il a fallu se battre, faire du lobbying pendant plusieurs mois, 4 voire 6 mois, tant auprès de tous mes amis politiques que de mes ennemis, ou en tout cas de ceux qui ne sont pas mes amis politiques. Donc oui, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais le fait d'être la députée du Mont-Blanc, le fait d'être celle qui aime la neige, qui est dans la neige depuis toujours, ça a été des éléments déterminants. Et puis qui lâche rien. Et ça, c'est plus facile. Est-ce qu'on peut dire que ce groupe Montagne est un groupe apolitique, entre guillemets ? Ah oui, c'est très important. Par définition, la montagne est au-dessus des partis, elle est au-dessus des clivages. Notre seul but, c'est la montagne. Qu'on soit de droite, de gauche ou que sais-je encore, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ce qu'on défend, c'est la montagne. Et quand la montagne est attaquée, on se retrouve tous. Et dans ce groupe Montagne, où il y a entre 40 et 45 députés, de toutes tendances politiques confondues, eh bien, on se retrouve toujours sur la montagne. Et quand la montagne est attaquée, je peux vous dire qu'il y a une vraie solidarité. Il y a divers groupes au sein de l'Assemblée nationale. Pour autant, le groupe Montagne est peut-être le plus ancien ou en tout cas le plus puissant. Alors, le plus puissant, le plus sûrement. représenté.
le plus représenté sûrement. Il y a entre 40 et 45 députés. C'est le groupe le plus ancien et j'ai beaucoup de chance, c'est la première fois qu'il est présidé par une femme et par une Haute-Savoyarde. Quel est l'objectif de ce groupe montagne? C'est être l'avocat de la montagne à chaque fois que la montagne est attaquée. De la montagne ou des montagnards? Alors, pour moi, il n'y a pas une différence essentielle. Pourquoi? Parce que la montagne, c'est à la fois un lieu de vie et un lieu de tourisme. Je pense que ce n'est pas... Il faut vraiment trouver toujours l'équilibre entre la défense de la montagne et la défense des montagnards. Mais si on ne défend pas les montagnards, par exemple, en faisant en sorte que dans chaque village de montagne, il y ait une école, il y ait un médecin, il y ait l'accès à tous les services publics, eh bien, à ce moment-là, on n'en fera plus un lieu de tourisme. Donc les deux aspects sont pour moi profondément liés. Dans ce groupe montagne, il n'y a pas que des montagnards, pas que des gens qui vivent si, normalement, ou qui sont nés à la montagne. Alors, si pas autant que moi, bien sûr, mais en tout cas, certains se revendiquent de la montagne. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'altitude minimale, je suis d'accord avec vous. Et que certains, on se demande si vraiment ils sont suffisamment en hauteur pour être dans la montagne. Mais non, c'est une blague. En réalité, vraiment, on a la montagne en partage, la montagne en nous-mêmes, et c'est assez facile. Moi, j'ai nommé Ce n'est pas que de la montagne de vacances, entre guillemets. Ah non, surtout pas. Non, c'est pas de la montagne de vacances. Non, les Parisiens qui viennent une semaine en février, c'est pas ce qui nous caractérise. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire vivre la montagne tout au long de l'année, et encore une fois, offrir aux montagnards, à ceux qui restent ici, les conditions de vie confortables. Parce que c'est bien quand il y a de la neige, mais quand il y a de l'entre-saison, quand par exemple c'est le mois d'avril, c'est compliqué. Donc il faut effectivement faire en sorte qu'on se sente bien ici et surtout faire en sorte que nos jeunes, qui sont tellement attachés à leur pays, puissent y rester. Alors après, il y a des problèmes importants tels que le logement, puisque vous savez bien qu'ici, le prix du mètre carré est particulièrement cher. Il y a le problème des écoles, avec les enfants qui doivent aller dans les écoles. Il y a le problème des routes qui sont bouchées, des communes comme Valorcine qui sont quand même très loin. Souvent, il y a trop de neige et à ce moment-là, on ferme l'accès aux cols. Enfin, il y a des difficultés de toute nature. Je schématise volontairement, hein, mais votre volonté, c'est de faire comprendre, admettre aux différents députés qu'il y a des spécificités à la montagne qui ne sont pas les mêmes que celles de la plaine. J'avais lu un papier vous concernant où vous expliquiez de manière très simple, et tout le monde peut le comprendre, 1 kilomètre en plaine, c'est pas comme 1 kilomètre à la montagne. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et par exemple, pour l'accès aux soins, quand effectivement on habite dans une petite commune très loin l'hiver, c'est pas comme quelqu'un qui habite en ville. Donc l'engagement du président de la République de dire que c'est 30 minutes l'accès à des soins de proximité ou à un service d'urgence, ça ne se calcule pas de la même manière. Tout le monde le comprend très bien. Et donc, effectivement, depuis Paris, on ne voit pas la montagne comme on la vit d'urgence. Quels sont les gros chantiers sur lesquels vous êtes à même de travailler aujourd'hui? Alors, les gros chantiers, je les mène donc, encore une fois, avec les vice-présidents, qui sont des vice-présidents socialistes et puis radicales de gauche. Donc on a énormément de sujets, notamment faire valoir la spécificité de la montagne dans chaque texte qui est débattu au Parlement. Donc ça nécessite une veille juridique et une veille sur chacun des textes très forte. Donc il y a par exemple le calendrier scolaire avec la question des vacances de Pâques qui sont maintenant... Qui sont forcément décalées. Décalées, les stations et l'industrie de la montagne. Et l'industrie de la montagne, donc ça c'est un sujet très important. J'ai réussi à faire en sorte qu'on gagne une semaine. Mais pour autant, ça n'est pas suffisant. Donc, j'ai été voir les services du Premier ministre, j'ai été voir le ministre de l'Éducation nationale, tout ça avec des députés de mon groupe. Donc ça, c'est un chantier très important, car comme vous l'avez dit, si les stations de sport d'hiver sont fermées à une date qui ne correspond pas à tout ce que l'on veut faire, c'est pas comme ça. Pour en avoir discuté avec quelques industriels, ça représentait à peu près 3% à 4% de pertes pour eux au niveau économique. Ouais. Donc c'est considérable. Est-ce qu'au sein de ce groupe montagne, tout le monde voit la montagne de la même manière, à savoir préserver un site exceptionnel, ou est-ce que certains voient à travers justement ce site une démarche économique intéressante à adopter? Non, enfin, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que on ne peut pas vivre sans le tourisme, bien sûr, mais on ne peut pas vivre non plus sans un tourisme intelligent. Si on tue notre authenticité, ce que nous sommes,
ce que sont les montagnards, je pense qu'on sera beaucoup moins attractif. Donc c'est pourquoi pour moi les choses sont vraiment les mêmes. Et tous les massifs français sont représentés oui, tous les au sein de ce massifs, groupe montagne? bien sûr. Le Jura, les Pyrénées, la Savoie, la Haute-Savoie, tous les massifs sont représentés. Et c'est effectivement le groupe qui se fait le plus entendre à l'Assemblée? Oui, c'est le groupe qui se fait le plus entendre. En tout cas, on essaye de se faire entendre à chaque fois que c'est possible. On a eu par exemple des débats très importants sur les nouvelles mises en place des élections sur les conseillers départementaux, avec la nécessité de prendre en compte la montagne, notamment pas seulement le critère démographique. Voilà, donc oui, c'était un combat de chaque instant. Je veux bien vous croire. D'ici quelques instants, Jean-Luc Rigaud sera notre invité. Avec lui, nous parlerons d'Annecy d'aujourd'hui et d'Annecy de demain, avec là encore de grands projets en ce qui concerne l'environnement, les transports, l'éducation. On parlera de tout cela en sa compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Été notre invité, Merci. Sophie Dion. Merci. Jean-Luc Rigaud est maintenant notre invité. Ça fait quoi, Jean-Luc Rigaud, d'être le maire de la plus belle ville de France? C'est très honorant et c'est très flatteur. Et en plus, quand vous me dites ça, le long du lac le plus pur d'Europe, je suis vraiment charmé d'être avec vous dans cette belle émission de Montagne TV. Vous êtes un enfant gâté? Je pense que ce sont les Annéciens et les habitants de ce grand bassin de vie qui sont gâtés. Oui. L'élu que je suis essaie de porter leurs exigences et de porter leurs attentes pour faire de ce territoire un bassin où il fait bon vivre. Mais vous faites tout pour qu'il fasse bon vivre ici. J'ai vu qu'il y avait des aménagements qui étaient en train de s'effectuer sur les bords du lac et ça ne cesse, d'année en année, on continue à améliorer un petit peu les choses. Il faut améliorer, mais il faut préserver. Je crois que c'est cet équilibre-là qui est un petit peu une martingale magique qui a fait la renommée d'Annecy aujourd'hui. C'est comment on vit bien ici, comment on a su préserver cette qualité de vie exceptionnelle due à un environnement exceptionnel, le lac, la montagne autour, mais également due à un savoir-faire des Hauts-Savoyards, à un savoir-faire des Annéciens, au goût d'entreprendre, donc à l'économie et à l'économie productive, pas que l'économie résidentielle. Et donc cet équilibre entre économie, préservation de l'environnement et qualité de vie, donc politique sportive et culturelle, donc politique sociale assez marquée. C'est pour ça qu'on dit toujours, mais finalement à Annecy, on ne sait pas bien ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas tellement de défauts et on essaye de mettre en avant que cet équilibre-là. C'est vrai. Alors vous le disiez, c'est un terrain de jeu exceptionnel pour celles et ceux qui pratiquent le sport. Vous-même, vous avez été sportif de haut niveau, vous continuez à pratiquer le sport énormément? Oui, je fais encore du sport pour mon plaisir personnel, évidemment. J'ai eu l'occasion de gagner plusieurs fois les championnats du monde en canoë. Donc mon terrain de jeu d'entraînement été comme hiver était là, ici, sur ce lac. Oui. Donc vous savez, ça donne vraiment un rapport très précis à la nature et le goût de préserver cette nature, mais de la faire vivre. Et on sait que les bords du lac d'Annecy sont maîtrisés par l'homme depuis toujours, et notamment la partie la plus urbaine d'Annecy et de ses rives. Mais on a des projets pour continuer à ce que le lac et la ville se marient et que la nature pénètre encore plus dans la ville. Ça correspond à des attentes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, de développement durable, de nature en ville, de tram et d'écologie. Et donc, aujourd'hui, nos orientations sont vraiment destinées à améliorer encore cette qualité de vie et à la pérenniser. On va parler d'ici quelques instants de ces projets environnementaux. Le Tour de France a été une superbe carte postale il y a quelques années sur le lac d'Annecy. Beaucoup de gens le découvraient à cette époque-là et j'imagine que le tourisme se fait de plus en plus important chaque été ici. Alors, préserver bien sûr l'environnement pour les Annéciens, c'est important, mais savoir aussi préserver cet environnement lorsque il y a plus de monde, c'est pas chose facile. Non, c'est toujours une question d'équilibre. On a envie de se sentir chez soi, d'avoir le lac et les montagnes pour soi, mais il faut aussi savoir le faire partager. Et je crois que c'est aussi une manière des Annéciens de s'ouvrir. Annecy, la Haute-Savoie, plus globalement, a toujours été un territoire très ouvert, territoire frontalier par excellence, donc un territoire où finalement il y a toujours eu beaucoup d'échanges. Il faut en avoir conscience. Et aujourd'hui, on continue dans cette dimension-là. Le Tour de France, puisque vous en parlez, revient cette année pour sa 100e édition sur une étape Annecy et après avoir fait le Tour du Parc des Bauges, là juste derrière nous,
terminer en haut de la montagne du Semnoz. J'espère qu'il fera un temps meilleur qu'aujourd'hui pour qu'on puisse vivre cette aventure fantastique. Il y a des gens qui viendront exclusivement pour assister à cette étape du Tour de France. Il y a des gens qui viennent passer une semaine. Et puis il y a des gens qui sont tellement tombés amoureux du site qui ont décidé de venir s'y installer. Ça a été mon cas il y a 8 ans maintenant. Mais il y a des gens qui feront le même choix, j'imagine, dans les prochaines années. C'est une ville qui ne cesse de grandir. Combien d'habitants aujourd'hui sur Annecy? La ville-centre fait 53 000 habitants, l'agglomération 145 000 aujourd'hui, le bassin de vie, l'aire urbaine en fait, qui comprend notre territoire là où nous sommes, 200-210 000 habitants. Mais on continue à construire des logements en prévision peut-être d'une affluence de population? Alors aujourd'hui, on ne construit pas des logements en prévision, on construit des logements pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux attentes d'aujourd'hui. Et c'est un peu toutes nos contradictions des milieux urbains contraints. On veut préserver la nature, on en a parlé. On veut préserver les espaces agricoles et c'est une nécessité de produire et de garder cela aux portes d'Annecy. On veut préserver nos espaces naturels et en même temps, on a besoin d'avoir des développements économiques, donc des zones d'activité économique parce qu'on veut préserver les emplois, normal, et continuer à vivre et habiter, accueillir les populations. Mais c'est non seulement créer du logement, mais aussi des mètres carrés supplémentaires, parce que les attentes en matière de logement sont effectivement des surfaces peut-être un peu plus importantes. Ça va avec, alors à la fois chacun veut vivre dans plus grand qu'avant, bien sûr, exigence de la société, et décohabitation, puisqu'on sait qu'un couple sur deux, et c'est comme ça, je ne juge pas ça, décohabite, et donc quand il avait 2 enfants, d'un F4, il faut 2 F3 et pour avoir le même nombre d'habitants. Et les enjeux, quand on est responsable d'une collectivité, c'est demain garder un équilibre démographique qui permet, sans augmenter les impôts, d'avoir suffisamment de ressources pour se payer la chose publique. Et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, les attentes de chacun, avec plus de besoins de mètres carrés de logement, invitent et impliquent des constructions. Et en plus, on a la particularité d'avoir besoin de logements dits sociaux, c'est-à-dire des logements accessibles aux loyers les plus modestes, parce que nos entreprises le demandent aussi. Un ouvrier dans une usine ou quelqu'un qui est vendeur dans un supermarché ne gagne pas des millions. Et si on veut continuer à ce que la vie n'augmente pas trop, il faut offrir ces logements-là. D'où cet équilibre et cette contrainte permanente de continuer à construire en ville tout en préservant la qualité de ville et la qualité de vie. C'est un sujet d'urbanisation. Qualité de vie, développement durable et forcément de la construction BBC, bâtiments basse consommation, qui tend peut-être demain vers de la construction de bâtiments passifs. Alors on en fait, aujourd'hui on a un projet de bâtiment totalement passif, la future école dans le quartier nord d'Annecy, au cœur d'un éco-quartier où va se faire 800 à 900 logements justement dans les normes BBC et avec des traitements thermiques particuliers. Mais ça va au-delà aujourd'hui. La côté éco-environnement, c'est-à-dire comment on se déplace, comment on apprend à mieux utiliser et développer les transports en commun, d'où nos projets de déplacement des transports en commun, le long du lac d'une part, mais développer les lignes de bus à haut niveau de service avec notre partenaire le Conseil général, du nord à l'ouest de l'agglomération. Également comment on développe l'usage du vélo, encore une fois, mais le vélo bicyclette, le vélo urbain en ville, et également comment on apprend à moins utiliser sa voiture, mieux trier ses ordures ménagères, et les écoquartiers répondent à toutes ces normes-là. Vous parliez aussi de volonté de faire rentrer davantage la nature dans la ville. On a le sentiment qu'on est déjà pas mal gâté, mais dans les projets, j'ai lu en l'occurrence que le parking de la préfecture devait être peut-être dans le futur recouvert. Oui, ça fait un énorme parc qui rentrerait comme ça dans la ville. Ça fait partie de nos projets, nos prédécesseurs, maire prédécesseur, Charles Bosson, qui était à l'initiative du lac le plus pur qu'on a aujourd'hui, puis ensuite Bernard Bosson, ont toujours eu à cœur de préserver les berges et les rives. Et donc on veut continuer à améliorer ce rapport du lac à la montagne, ou à l'entrée d'Annecy, côté Sevrier, comment on va retraiter l'entrée de ville, comment avec le réaménagement du quartier des Tréshommes, suite au départ de l'hôpital, projet qui va démarrer maintenant, on va pouvoir, sans construire de voiries nouvelles, mettre de nouveaux logements, presque 600 logements, faire un grand parc public de plus de 2 hectares qui va prendre naissance au bord du lac, le commissariat de police démoli et reconstruit au cœur d'Annecy avec la caserne des Romains pour agrandir cet espace bord de lac, supprimer les voitures, les enterrer, les mettre en sous-sol et faire ce lien du lac à la montagne du Semnoz. Côté préfecture, ouvrir le Paquier jusqu'au monument aux combattants, là aussi en mettant les voitures en dessous et en ouvrant la nature jusqu'au lac, au palais de justice. Ensuite, on va acquérir prochainement les haras, le parc des haras, ouvert au public, encore un espace de nature. Et de saut de puce en saut de puce, on se retrouve au parc des sports, au Fier,
et au Vallon du Fier, parce que je crois que c'est cette trame verte en ville qui nous rappellera incessamment qu'on est dans un secteur extraordinaire. Arrêtons d'en parler, parce qu'autrement tout le monde va venir s'installer ici, après on sera moins tranquille. Qui dit naissance de nouveaux quartiers dit forcément naissance de nouvelles infrastructures, j'imagine, de nouveaux établissements scolaires, de nouveaux collèges. Alors, n'oublions pas qu'à Annecy, il y a 40 ans, il y avait 58 000 habitants. Donc la ville a perdu de la population et aujourd'hui on retrouve progressivement. Donc les structures, à l'époque, ont été conçues pour répondre à ces besoins-là. C'est plus une question de réorganisation de la ville. Les groupes scolaires avaient été construits dans des secteurs d'urbanisation à l'époque. Aujourd'hui, on reconstruit une école dans un autre quartier d'Annecy de façon à rééquilibrer les cartes scolaires. Les équipements sportifs, ils existent, ils ont été conçus. Il faut aujourd'hui les moderniser et les rendre aux normes et aux usages de nos associations aujourd'hui. Il est d'ailleurs question en ce moment dans les projets de réaménager le parc des sports d'Annecy pour accueillir l'équipe de Ligue 1 de Haute-Savoie, l'équipe ETG, tout en gardant bien sûr la piste d'athlétisme et les équipements actuels. Ça fait partie des sujets d'actualité qui vont moderniser et faire passer les équipements aux besoins du XXIe siècle. Très bien. Parlons de projets à court terme, si vous le voulez bien, avant de conclure cette émission. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'on aura du soleil cet été ? Alors du soleil cet été, je pense que c'est très bientôt. Mais vous savez, le soleil, il est en permanence. Et sur le plan du tourisme, il y a également des choses qui évoluent bien en rapport avec la montagne. C'est le travail que nous menons après avoir construit un office du tourisme unique de l'ensemble du lac d'Annecy et de l'agglomération, de travailler avec les stations des Aravis, Lac Lusal, Grand Bornand, l'ensemble des stations, notamment c'est celle-ci, pour faire le concept Lake and Ski Resort, ou les montagnes du lac d'Annecy, et avoir une vision partagée commune des politiques touristiques du Grand Annecy, y compris de ces montagnes. Merci mille fois Jean-Luc Rigaud d'avoir été notre invité. Merci à vous. On va continuer à parler de montagne maintenant avec un extrait d'un documentaire que nous vous proposons actuellement sur Montagne TV qui s'appelle Artistes d'en haut, le portrait de 4 artistes qui ont une vision un peu différente l'un de l'autre de la montagne. Regardez quelques images et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV. Merci encore, monsieur le maire. Merci à vous. Merci. Tony Foster est d'abord un voyageur. La montagne, il la connaît. Parmi tant d'autres paysages sauvages de par le monde, il reste par exemple le seul artiste qui ait peint les 3 faces de l'Everest. Avec une technique très personnelle, il rapporte de ses aventures des aquarelles aux dimensions hors normes. Well, it's certainly very dramatic. Fantastically dramatic, really. But the trouble is, it's all on one plane. If you could have some trees in the foreground and some rocks, you could find some rocks and some trees to have right in the foreground. But then there's nothing connecting the foreground to the background. So that's a big painting, and that's a small painting like that. It's an easy way to tell whether you want to do a big painting or a small one. You could do a small painting of anything, really, because it's like writing a little pop song. It's very quick, and it's very nice, but if you're doing a big painting, it's more like writing an opera, where you can't have big areas that are boring. It has to be interesting everywhere. And so you have to make sure that the painting works in formal terms. So your eye has to lead through the landscape to the main part of the painting, and it has to find interesting things as it goes through. So very often I might take 2, 3, 4, 5 days just to find my subject. I hike around until I find exactly what I want. No, it doesn't work so well. Didier Sanson est un ancien chasseur alpin. La haute montagne, il l'a côtoyée de près pendant longtemps. Victime d'un accident qui a stoppé net sa carrière, il a renoué avec une passion née dans sa jeunesse, le dessin et l'aquarelle. Une autre façon de fréquenter les sommets. J'avance un petit peu là, parce que ici un encadrement comme ça. Ouais. Là il y a un petit peu trop d'arbres par rapport au hameau.
Je voudrais un petit peu plus de maisons. J'aime bien représenter des paysages comme ici, où il y a un petit hameau avec des chalets, la présence de l'homme. C'est pas la montagne complètement isolée où l'homme n'est jamais présent. Un petit hameau dans un petit vallon, notamment en automne, avec des arbres qui commencent à tirer sur les oranges, les rouges. C'est absolument splendide. C'est superbe à représenter avec l'aquarelle, avec les fondus des couleurs. Je peux avancer un petit peu encore pour voir si des fois la vue plus près du hameau serait un petit peu mieux à mon goût, mais je ne voudrais pas être trop dans les maisons non plus.